Le Cercle RH, notre débat avec un sujet autour du climat, et on va s'intéresser aujourd'hui aux positions de la gouvernance des entreprises, au sommet des entreprises, les grandes entreprises françaises, le SBF 120, le CAC 40, les dirigeants, leur implication sur les enjeux climatiques, actions concrètes. Est-ce qu'il faut imaginer, et c'est le débat du jour, une rémunération, alors je mets variable entre guillemets parce que c'est un mot utilisé chez les commerciaux, variable en fonction de leurs actions climatiques très concrètes. On en parle avec mes invités parce qu'ils connaissent parfaitement cette problématique. Monica De Virgilis, merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Je ne l'ai probablement pas prononcé à l'italienne, évidemment, mais je l'ai francisé. Présidente de Chapter Zero France, ça c'est ce que vous avez créé, qui est une association, pour ne pas dire un lobby, qui aiguillonne, qui fait des propositions concrètes. Une association, et vous êtes à la tête aujourd'hui de Osnam, qui est une très grande entreprise autour de l'hydrogène. Et puis on parlera de l'IFA, parce que vous êtes aussi très engagé au sein de l'IFA, l'Institut français des administratrices Ether. Engagé. On parlera évidemment de ce baromètre des rémunérations, le climat dans la politique de rémunération des CEO. Et ça, c'est un sujet qui vous tient très à cœur. On va en parler. Avec nous, Antoine Poincaré. Bonjour Antoine. Bonjour. Habitué de notre émission, parce que sur tous ces sujets-là, vous êtes évidemment en expertise. Vice-président d'AXA Climate School. On avait reçu votre directeur général il y a quelques semaines, qui est un organisme, alors est-ce que je me trompe là aussi, de formation, de pédagogie autour des sujets climatiques et des enjeux climatiques. Exactement, autour des sujets climat, biodiversité et comment ça vient toucher les métiers. Et donc un des métiers qu'on traite, c'est les métiers RH. Et dans ces métiers RH, il y a comment on rémunère les dirigeants, mais globalement l'ensemble des collaborateurs et comment on aligne tout ça. Avant de donner la parole à Monica et de revenir sur ce baromètre qui est très instructif, sur réellement des chiffres concrets, des actions climat et de la rémunération, est-ce que ce sujet vous semble essentiel ? Est-ce que ce sujet doit être traité, le sujet climatique, les tempêtes, le réchauffement climatique, les canicules, est-ce que ce sujet doit être traité à ce niveau-là, au niveau de la gouvernance et des conseils d'administration ? Est-ce que c'est le bon niveau ? Oui, c'est le bon niveau. C'est des sujets qui interrogent la capacité de l'entreprise à continuer à faire son métier. C'est le fameux license to operate. Donc il y a ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la matérialité qui est celle de le climat se dérègle et ça touche mon entreprise. Est-ce que je peux continuer à faire mon business de la même manière ? Mais ce qu'on interroge quand on fait la rémunération des dirigeants, c'est aussi la double matérialité, c'est-à-dire mon entreprise, si elle pollue beaucoup, à quel moment les marchés, à quel moment un certain nombre d'actionnaires vont venir me dire mais attendez, attention, c'est ridicule de continuer à faire ça. La BNP a annoncé qu'elle commençait à se désengager des investissements pétroliers, vous l'avez vu, c'était hier. Ça veut dire que le marché aiguillonne là. Le marché bouge, la régulation bouge énormément. Les fonds d'investissement, ils sont sous une pression réglementaire très très forte. Mais donc évidemment que c'est un sujet de dirigeant, parce que pour le coup, on interroge réellement la capacité de la boîte à continuer à exister. Monica De Virgilis, je vais continuer à franciser votre nom et vous Virgilis, et de vous faire sourire. Ce baromètre, il est très important parce que c'est la première fois sur ce plateau, et ça fait presque 3 ans qu'on anime cette émission et que je l'anime, on n'avait jamais traité cette question-là sous cet angle. C'est-à-dire, en un mot, ces CEO, ces patrons du CAC, du SBF, qui sont bien rémunérés, est-ce qu'on doit la faire varier, cette rémunération, au gré de leurs vrais engagements, et qu'on ne soit pas que dans du greenwashing et de la communication qui déroule ? Est-ce que c'est pour vous un enjeu fondamental ? Ça l'est, ça fait partie de la palette d'actions. Pourquoi c'est fondamental ? Parce que la rémunération variable, donc qui est surtout sur la rémunération sur le long terme, qui est 3 ans pour la majorité des sociétés, est indexée sur des critères de performance qui sont liés au cours de bourse. Elle est souvent en action et puis c'est lié au cours de bourse. Et donc et au bénéfice par action. Donc, l'énorme allocation de capital qui est nécessaire à cette transition va de facto impacter les bénéfices des sociétés. Forcément. Donc, le fait d'équilibrer les paramètres, les indicateurs, avec des indicateurs qui ne sont pas des euros aujourd'hui, mais des actions prises pour des euros demain. Donc, ceci est important aussi pour orienter les actions. Mais autorisez-moi, on dit souvent que les grandes entreprises, et même les moyennes, sont souvent dans le court-termisme, c'est-à-dire qu'elles travaillent à 6 mois. Et là, ce que vous nous dites là, c'est qu'elles sont obligées de se projeter sur du long terme. Et c'est presque un peu orthogonal avec les réalités même d'un dirigeant du SBF et du CAC. Est-ce qu'il est capable de penser aussi loin que cela ? Je pense que les dirigeants y pensent, mais le fait d'aligner les critères de performance aussi sur de long terme, ça incentive la prise d'action. Et donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que
pour certaines entreprises qui vont devoir mettre à la poubelle des actifs fossiles, évidemment, et puis investir sur du nouveau, mais ça va forcément passer par des phases de hyper-investissement et de résultats. Et d'attrition des résultats. Et donc, c'est pour ça qu'intégrer avec des critères, intégrer des critères un peu sur le long terme, avec des milestones temporels, est important pour équilibrer les deux. Je le montre, Antoine Poincaré, je vous donne la parole. Chapter 0 France, Forum Climat des administrateurs, Ethic Board et IFA, qui publient donc ce baromètre. Là, il faut vraiment aller le chercher. Non, ce ne sont pas ces chiffres-là, c'est le baromètre que je voulais montrer à l'antenne, mais on va le voir, voilà, et on verra les chiffres ensuite derrière. Ça, c'est important parce que c'est vraiment un pense-bête utile pour avoir un tableau de bord concret. Vous vouliez réagir? Deux choses importantes. Ce que vous décriviez là sur le court terme versus le moyen ou le long terme, c'est cette fameuse tragédie des horizons. C'est-à-dire personne n'est très intéressé économiquement au moyen long terme. Ceux qui le sont probablement un peu plus encore que des dirigeants d'entreprise qui sont parfois un peu effectivement soumis à la dictature de bourse, c'est les acteurs financiers. Et c'est par là que beaucoup de la régulation est passée, de dire au moins eux, ils ont quelques produits financiers qui ne pourront pas refinancer avant 6, 7, 8 ans. Et donc il y a une pression, c'est pas un hasard que vous donniez un exemple de banque, il y a une pression qui vient se jouer là-dessus. Autre sujet très... Elles sont souvent aiguillonnées les banques sur ce sujet, dans leur choix d'investissement. Et lourdement régulées. Les gros fonds d'investissement, toute la SFDR, c'est des jeux de régulation importants. Un chiffre clé quand même, parce que vous parliez du fait que c'est bien et ça évite le greenwashing qui est dans le rapport de Monica. Je vous rappelle que les entreprises se fixent elles-mêmes leurs objectifs. Le taux d'atteinte moyen l'année dernière, il est de 113%, je crois. Donc soyons prudents aussi à ne pas décrire un monde trop rose. Ce ne sont pas des J'ai rien dit, vous avez remarqué. Vous avez raison. Je le souligne pour pas les gens qui nous regardent. Parce qu'il y a quand même quelques chiffres clés qu'on a vus tout à l'heure et je voudrais les commenter. Alors on a comparé SBF 120 et CAC 40. Alors 95% des sociétés du CAC 40 ont intégré, on va revenir d'ailleurs sur le choix des critères qu'ils ont choisis parce que c'est très important, au moins un objectif climat dans la rémunération variable. 87% en 2021, donc c'est une progression, mais dans le SBF on est à 80%, et ils ont intégré au moins un objectif climat dans la rémunération variable. Est-ce que c'est le verre à moitié vide, à moitié plein? Parce qu'en étudiant bien le sujet, et en m'intéressant d'assez près à cette question, j'ai découvert que les questions de climat et de biodiversité, même si vous les portez très haut, dans les conseils d'administration, c'est un peu comme les sujets culture à la télévision. Vous voyez, ils arrivent à la fin du journal, quoi. N'exagérez pas. Alors, ce sont des sujets compliqués, des sujets difficiles, nous sommes d'accord, des sujets techniques, pour lesquels, en fait, une initiative comme Chapter Zero France, qui fait partie d'un réseau mondial de 30 chapters autour du monde, donc de même type, part du rationnel. La raison de tout ça, c'est parce que au sein des conseils, traditionnellement, on a eu un expert de finance, un expert de droit, un expert d'international sur la Chine dans un secteur, alors que ce sujet-là, il est un sujet transverse, ça touche tout. Donc, où il y a des experts aussi, il faut le préciser. On peut faire rentrer des experts sur ce sujet. Complètement. Mais un expert tout seul ne fait pas bouger les lignes. Donc c'est important que tout le monde, avec son appétit, ses capacités, son temps, intègre ces enjeux. Et donc le thème est celui que tu disais, Antoine, ce n'est pas le climat up in the air, mais comment ça me touche, comment je dois me réinventer. Et comment je me transforme. Oui. C'est ça. Et moi, j'ai envie de porter un exemple, une chose que nous avons fait au sein du conseil de SNAM que je préside. On a fait un exercice sur 2050. Donc on est dit, en 2050, c'est un monde à 50% d'électricité et 50% de molécules vertes, hydrogène, biogaz, etc. Et nous, on est quoi à ce moment-là? Et puis après, on a refait le film en arrière, et on a dit comment on y est arrivé et quel est le parcours jusqu'à 2030, de 2030 à 2050. Cet exercice-là, qui permet de imaginer le futur, libère l'esprit. C'est magique, comme on oublie qu'on a des contraintes. On a un point. Donc on peut se projeter, et c'est vraiment ça l'exercice à faire. C'est d'imaginer comment on a survécu à tout ça et comment on continue à générer du profit, à générer de l'emploi et avoir un footprint sur la société. Sur les critères, pour nous en dire un peu plus, parce que c'est important, ils choisissent quoi les entreprises du CAC 40 dans le critère? Certaines en ont choisi plusieurs, mais c'est une moyenne, ce baromètre. C'est quoi le critère choisi? Est-ce qu'on va à la facilité ou on se complique la vie?
Est-ce que la mère de tous les critères, c'est pas quand même l'empreinte carbone qui... Bah ouais, Oui, c'est ça. c'est ça. En fait, les critères, le critère fondamental, c'est la valeur absolue d'émissions. C'est ça. Et puis, les émissions par unité de quelque chose produite. Alors maintenant, il y a de plus en plus ce qu'on appelle le scope 3, Oui. un besoin de dimensionner au sein du scope 3 quelle est l'empreinte de l'utilisation des produits ou des services. C'est ça. vraiment le cœur. Donc les machines que je mets sur le marché, combien d'énergie ça consomme, combien de gaz, combien d'eau, c'est ça en fait. Mais à quel moment elle s'abîme trop vite ou lentement? Parce qu'il y a un vrai débat sur l'obsolescence. Quand même sur la rémunération, je vais juste rester dessus. bien sûr. Est-ce que ce levier, vous êtes dans un rapport d'observation aussi, mais aussi d'expertise. Est-ce que le levier est suffisant? Est-ce qu'il faut être encore plus sévère à l'égard des dirigeants du CAC et du SBF par rapport aux critères? Ou est-ce qu'on est dans le bon dosage, c'est-à-dire dans le calcul d'une rémunération? Alors, le pourcentage de la rémunération, après on peut laisser ça à chaque boîte, je pense que ce qui est important, c'est l'alignement entre les objectifs qu'ils prennent et les limites planétaires. Et elle est là la question. C'est-à-dire qu'en prenant ce que vient de décrire Monica, uniquement le scope 1 et 2, et puis je vais prendre des émissions en intensité et pas en valeur absolue, c'est-à-dire par exemple je mets plus de gens dans un avion, j'ai réduit mes émissions par passager. En attendant, l'avion il a décollé. On s'en fiche des émissions par passager. Certes, on rend un meilleur service, mais ça dépend comment on analyse le chiffre, évidemment. Et du point de vue économique, c'est de la voiture d'ailleurs. Du point de vue économique, on va l'analyser en intensité et ça va avoir vachement de sens. Du point de vue planétaire, qui à la fin est quand même le seul qui compte, ces émissions ont eu lieu. Donc ce que je veux dire, c'est que la vraie question, et il y a des organismes qui font ça, c'est l'alignement entre les objectifs que prend l'entreprise et à la fin, est-ce que ça marche dans la photo globale de la planète? Ça s'appelle la Science Based Target Initiative, c'est-à-dire exactement en fonction de mon secteur. Il y en a qui vont rester émetteurs, on le sait. J'allais venir. Comment j'aligne? Donc moi, je me battrais sur ça si j'étais demain actionnaire ou au bord d'une boîte en disant mais est-ce que c'est les bons critères? Est-ce qu'ils tiennent à l'échelle? Monica. J'ai envie de dire un point qui nous a guidés dans l'étude des cas des sociétés françaises, du SBS 120. La question qu'on avait, c'est combien de sociétés et quelles sociétés ont utilisé un indicateur quantitatif. Oui, c'est vraiment essentiel. le cœur de... Et ce qui permet de calculer ensuite la rémunération et de dire voilà, ça correspond à ça. C'est ça. Seulement avec un critère quantitatif, que ce soit sur le climat ou que ce soit sur toute autre chose, on est habitué avec les critères financiers, seulement avec ça, la rémunération est robuste. Alors maintenant, comme Antoine disait, ce n'est pas un critère quantitatif n'importe lequel, c'est le critère quantitatif qui descend d'un plan scientifiquement validé, c'est-à-dire la société s'engage à arriver à une certaine valeur, ce qu'on appelle net zéro en 2047. À partir de 2047, la feuille de route est fixée. On fait la feuille de route. Oui, c'est pas le greenwashing, c'est pas on dit on va le faire, c'est concrètement on a des indicateurs qui vont nous amener. Sur la rémunération, parce que j'aimerais qu'on parle des entreprises qui, pour certaines d'entre elles, c'est une émission qui parle d'emploi. Certaines entreprises vous disent tout ça c'est bien beau, nous on est totalement engagés et partie prenante, mais nos activités économiques ne nous permettent pas de nous aligner. Mais un mot sur les rémunérations quand même. Elles sont conséquentes, la variabilité en fonction de l'action. Est-ce que là on est encore dans des vœux pieux ou est-ce que dans les conseils d'administration de ces sociétés, il y a vraiment des dirigeants, des patrons qui se sont dit j'ai perdu un petit peu parce que j'ai pas été très vertueux sur le climat, ou est-ce qu'on est encore dans des mots? On est une valeur moyenne de poids. Parce que sur le 100% de la variabilité, on le repartit à la génération des bidas ou tout critère. Le climat compte 10% sur le long terme. D'accord. Donc relativement faible sur le global. Oui. Comparé à la dangerosité des enjeux. En même temps, on est un chemin. C'est ça, c'est le début. C'est le début. Et ce qui est important de... Alors, il faut déjà avoir un plan validé par la science, l'avoir décliné 3 ans chaque 3 ans, avoir calculé le CAPEX qui est nécessaire pour le faire. Ensuite, avoir pris des actions. Donc, c'est un long chemin. Moi, je dirais, si aujourd'hui, on avait des critères climat qui pèsent 50%, je trouve que ça serait dangereux parce que c'est un peu ça ma question. Le socle n'est pas prêt.
tout ça n'est pas prêt, parce que, comme je viens de dire, il y a plusieurs... Il faut ensuite qu'on applique concrètement les choses. Antoine, on voulait évoquer, et c'est important qu'on s'en dise un mot, vous avez évoqué les entreprises du BTP. Je pense aussi à des entreprises qui continuent à créer de la valeur autour des produits pétroliers, qui sont même parfois des sous-traitants, de très belles entreprises, et qui, globalement, on fait quoi? Il y a des milliers de salariés derrière. On nous dit, on vous vend des emplois verts qui sont là tout près, mais on ne les voit pas encore vraiment. On est quand même sur une ligne de crête, là, Antoine. Alors, c'est évidemment très compliqué, ça doit être évidemment très concerté, il y a des aspects sociaux fondamentaux, mais la non-réponse, celle qui consiste à dire, puisque j'ai des emplois aujourd'hui, je vais les garder, elle amène à un scénario 2050, pour reprendre votre parallèle, qui ne tient pas. C'est-à-dire, si je ne fais rien aujourd'hui, il y a très peu de chances que mon monde de l'emploi soit plus mobile en 2049 à la veille du 2050. Donc, c'est la responsabilité des dirigeants qui, par ailleurs, sont rémunérés en actions, qui sont un peu bloqués. Parce que le problème, c'est pas de ne pas toucher ces 10% de bonus. Bah oui, c'est des gens très bien payés. C'est que les 90% qui touchent par ailleurs, qui sont en actions de la compagnie X, si l'entreprise chute dans les c'est des gens qui les auront encore, ces actions. Donc, il faut trouver un moyen de les incentiver sur le long terme à la survie de la boîte et donc à prendre aujourd'hui un certain nombre de décisions qui sont peut-être parfois un peu difficiles de reconversion pour gérer cette sortie-là. Et encore une fois, vous l'avez dit, la pression va venir un peu de la régulation et des marchés. À un moment, on ne pourra plus financer un certain nombre de projets. Regardez la campagne qui existe là sur le nouveau... Donc c'est douloureux pour une entreprise qui tout d'un coup a le pistolet sur la tempe et dit j'ai pas fait ma mutation assez vite, j'ai pas pivoté assez vite et je me retrouve en situation où là j'ai plus de financement. Ce qu'on appelle la just transition. Just transition, c'est préparer, faire ce que j'utilise des mots en anglais, de reskilling de la société, des talents, pour les préparer à cette transition. Aujourd'hui, il existe des produits financiers qui aident le reskilling. Donc, moi, il me semble que des sociétés que je connais, elles se sont mises en mouvement. On n'attend pas que demain le moteur thermique soit arrêté pour dire finalement qu'est-ce qu'ils font les gens, comment. Vous soulevez le moteur thermique, excusez-moi, mais Renault et toutes les grandes marques, je pense même à Stellantis, historiquement Peugeot qui était le moteur diesel, et sont en train de pivoter, on le voit. Ça va être juste quand même. C'est-à-dire qu'il y a, je veux dire, c'est même, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même, on est sur des moments où il faut calculer parfaitement la trajectoire. Ça va être juste, mais ce qu'elles demandent, ces boîtes, et dans l'automobile c'est très particulier, c'est de la visibilité. C'est-à-dire, si vous leur dites dans 15 ans, le thermique c'est fini, et t'as pu mettre... Ne changez pas les règles tous les 2 ans. Exactement. Quand une fois de temps en temps on dit non, mais on refera un point en 2028, non, en 2028... parce qu'eux, ils ont engagé des stratégies. Ça, c'est un vrai sujet, ça, le caractère réglementaire changeant, qui fait que vous avez une feuille de route, l'entreprise fixe un cap, et puis tout d'un coup... Ça fait partie des risques. On ne sait pas à quelle vitesse ça va aller et ce que ça va comporter, de même que la technologie. On a des technologies qui sont disponibles aujourd'hui, mais pas au niveau du coût trop cher. Nécessaire. Et je reviens à mon point sur le court terme versus le long terme. Pour une société, pour s'engager à intégrer dans ses produits des nouvelles technologies qui ne sont pas encore au price point qui va bien, c'est un acte de courage qui va impliquer une réduction de la marge. Et donc des choix... À partir du moment où le choix était bon, la technologie était la bonne, alors demain, dans 10 ans, les produits, ils sont justes. Et donc ça va passer par... Et on créera de l'emploi. Traversée du désert. C'est ça, donc il y a une transition, c'est bon ce qu'on appelle la transition. Et soit vous êtes en B2B et vous avez une vraie question des financements et de la dureté avec laquelle cet argent va être disponible, soit vous êtes en B2C et vous avez le risque, au contraire, si vous ne prenez pas les bonnes décisions, de ce qu'on pourrait appeler une espèce de boycott ou un désamour de votre marque. Exact. Donc, où que vous soyez sur la chaîne de valeur, il faut vous poser la question aussi du risque qu'on appelle le risque de transition, qui là n'est pas un cyclone qui vous tombe sur le coin d'une usine, qui est vraiment la question de se dire, est-ce que mon produit sera encore soit fabricable, soit vendable? La question posée par votre entreprise que vous présidez, dont vous présidez le conseil d'administration, c'est on est où en 2050? Avant de nous quitter, il nous reste 45 secondes, c'est un défi que je vous demande. Est-ce que c'est les entreprises qui vont sauver le monde? Parce que quand je vous entends, on sent qu'il y a quand même cette volonté d'aller vite. Il y a un gros aspect de la réglementation, mais les entreprises sont des acteurs imposants de l'économie. Pour ne pas dire essentiels. Sans réglementation, ça ne peut pas fonctionner. Et sans un engagement des entreprises, ça ne peut pas fonctionner non plus. Quelle est votre analyse, Antoine Poincaré? État, donc réglementation, entreprise, société civile, population, c'est évidemment le triangle où ça va se jouer, et ça va se jouer de partout. Donc la formulation, est-ce que les entreprises vont sauver le monde, elle est évidemment un peu provoque. Je ne pense pas. En revanche, je pense qu'elles sont aujourd'hui tellement puissantes que si on ne les amène pas dans ce virage-là, on ne va pas le sauver contre les entreprises en étant l'État et la société civile. Je rappelle que les citoyens sont aussi des salariés, et les salariés sont aussi des citoyens.
Donc de fait, c'est une imbrication de l'entreprise et qui d'ailleurs élargit même le spectre de son action. On le voit aujourd'hui, l'entreprise n'est plus là que pour créer de la valeur, vous êtes d'accord? Elle est là aussi pour penser le monde de demain. C'est un peu ça que vous nous dites. C'est de la valeur collective. Exactement. Merci à vous pour ce débat passionnant. Donc, si j'ai bien compris, on est au début du chemin. On démarre quelque chose. Lisez ce baromètre, le climat dans la politique des rémunérations des CEO, 10%, hein, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure dans le global du variable. C'est un sujet important. IFA, Chapter Zero France, votre association que vous avez créée, et Ethic Boards. Merci à vous, Monica de Virgilis. Je l'ai bien dit cette fois. Parfait, bravo. Vous voyez, comme quoi il m'a fallu une vingtaine de minutes pour me lancer. Présidente de Chapter Zero France, et vous êtes à la tête d'une très grande entreprise. Vous présidez le conseil d'administration d'entreprise de l'hydrogène. Du gaz naturel en route vers l'hydrogène. Et voilà, c'est le cap que vous êtes fixé. Merci Antoine Poincaré d'être venu nous rendre visite, vice-président d'AXA Climate School. Vous êtes toujours tous les deux évidemment les bienvenus sur ce plateau. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec un nouveau métier, avec encore un acronyme anglais. Ça ne va pas être simple, on va essayer de le franciser. On découvre tout de suite ce métier.